Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle édition, n'est-ce pas, d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne extraordinaire, une femme extraordinaire qui fait un travail exceptionnel dans son domaine qu'est la néphrologie. Je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous savez, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est très important. Restez jusqu'à la fin, les amis. Bonjour, bonsoir, Madame Erika Nang. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. Oui, bonsoir Patrick et merci surtout à vous de m'avoir choisi parmi, je pense, plusieurs autres médecins ou néphrologues qui auraient pu être invités ce soir. Merci beaucoup. Avec plaisir, Madame Erika Nang. Si je ne me trompe pas. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes néphrologue et consultante. C'est quoi la néphrologie, Madame Erika? Alors, la néphrologie, pour faire de façon très simple, c'est une spécialité médicale, hein, contrairement à l'urologue, qui est une spécialité médico-chirurgicale, où on va prendre en charge les maladies du rein et un petit peu de l'appareil urinaire. Donc, le néphrologue reste en fait le médecin et qui va être chargé de la prévention, du diagnostic et du traitement donc des maladies qui peuvent abîmer les reins. Et ce qui est très important à savoir d'emblée, c'est que ces maladies peuvent être liées aux reins, ce qu'on appelle des maladies propres, en tout cas aux reins, qui peuvent être des maladies héréditaires, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont des maladies qui sont dites secondaires. Donc, c'est d'autres maladies qui vont abîmer les reins, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà, il y a tellement de pathologies où finalement on se dit, il y a beaucoup de choses à faire en amont pour justement réduire la proportion de malades atteints du rein. Oh, très intéressant. Nous savons que c'est quelque chose qui est tellement délicat, les reins, surtout lorsque les populations, les personnes en Afrique sont touchées, c'est vraiment délicat. Il y a des personnes, des patients atteints de cette maladie-là qui parfois grèvent devant les hôpitaux parce que l'appareil de dialyse ne fonctionne pas très bien. Et nous pensons que ce que vous faites dans ce domaine est exceptionnel parce que ça va prévenir, n'est-ce pas, voilà, qu'il y ait de nouveaux patients dans nos hôpitaux. Vraiment beaucoup de courage ce que vous faites, Madame Erika. S'il vous plaît, ouais, je vous en prie. Oui, non, c'est vrai que je ne sais pas si je devrais peut-être dire malheureusement, c'est un peu le mauvais côté de notre métier qui est toujours beaucoup mis en avant avec donc la dialyse et ces soucis. Effectivement, disons que nous avons des malades qui vont arriver à un stade très avancé, ce qu'on appelle le stade sévère terminal donc de la maladie rénale. Et la seule solution pour éviter qu'ils ne décèdent, effectivement, c'est soit de les dialyser, soit de leur proposer le rein d'une personne vivante ou d'une personne décédée. Et c'est vrai que ça dépend finalement du système de santé où vous êtes. Si vous êtes dans des pays où vous avez une couverture santé universelle, un programme de transplantation très avancé, un système voilà, de dialyse assez soutenu, vous avez plus de chances effectivement, je dirais, de survivre que dans des pays en fait où comment dire, la situation va être beaucoup plus compliquée. Mais ce qu'il faudrait savoir, ce n'est qu'une petite proportion de personnes justement qui sont en stade terminal. Donc c'est important effectivement de s'en occuper parce qu'il le faut. Je l'ai dit, si on ne fait rien, elles vont décéder. Mais il faut discuter justement les thérapies qui sont les plus adaptées aux populations. Et elles ne seront pas les mêmes que vous soyez en Afrique ou en Europe par exemple parce que déjà l'âge moyen n'est pas le même. Vous allez dans les centres de dialyse Yaoundé-Douala, vous allez avoir des patients qui ont 40, 45 ans, même pas 50 ans. Vous montez dans des structures françaises, vous avez des personnes de 75, 80 ans, mais c'est autre chose. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait au niveau de la prévention. Et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment, en tout cas nous, Africains, qui doit nous interpeller en nous disant, ce n'est pas normal d'avoir 40 et 50 ans et déjà d'être dans des stades avancés
comment dire, de la maladie. Et encore, je le dis, que vous avez parlé effectivement du consulting. On a eu beaucoup de médecins qui nous appellent quand les malades effectivement font la grève en disant il n'y a pas de kit de dialyse, je refais un centre de dialyse. Et lorsqu'on dit aux médecins ce n'est pas ce qu'il faut faire, ils sont assez étonnés parce qu'on leur dit c'est bien de faire les centres de dialyse, mais il n'y en aura pas suffisamment si on ne maîtrise pas le nombre de malades. Et c'est là justement mon rôle de les accompagner en proposant à la fois des programmes de prévention chez les personnes qui n'ont pas de maladie ou qui sont à risque et en décidant ensemble quelle est la meilleure technique justement pour les patients dialysés. Et on sait que notamment les personnes lorsqu'elles sont jeunes, qu'elles ont besoin notamment d'avoir une activité professionnelle. Ce n'est pas la dialyse à l'hôpital en fait qu'on doit leur proposer, mais plutôt des techniques de dialyse à domicile, que ce soit en France ou en Afrique ou ailleurs. Et on est parfois mal compris par les investisseurs qui disent que voilà, ce n'est pas... En tout cas, la néphrologie, c'est quand même notre domaine et je pense qu'il faut qu'on écoute de plus en plus les néphrologues, surtout les francs. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, ça veut dire que vous conseillez les médecins généralistes surtout, parce que vous avez fait comprendre que vous conseillez les médecins. Ce sont les médecins généralistes ou bien vos collègues néphrologues qui ne connaissent pas vraiment la chose un peu comme vous, ou Oui, bien... oui, en fait, c'est un peu plus, je dirais, plus poussé que ça parce que malheureusement, la pratique actuelle, en tout cas que je vois au Cameroun, la prescription même du médicament, quand vous prescrivez un médicament, vous devez tenir compte de la fonction du rein. Je veux dire, nous sommes tous des D'accord, médecins du Vidal. Hein. On est né comme ça, on a baigné dans ça. Donc, voir un médecin qui ne tient pas compte déjà du Vidal, de la fonction rénale, c'est déjà un problème. Donc, en fait, il faut déjà refaire en fait de la formation continue et ça intéresse d'accord, tout le monde, médecins généralistes, médecins spécialistes. Par exemple, là, avec le docteur Cyril Kamadjo à la clinique Nouna, où je suis justement consultante, nous avions organisé dans des formations pour les médecins généralistes avec des cas cliniques et sur les 5 cas cliniques, par exemple, les généralistes devaient prescrire la fonction rénale à tous les malades. Mais en fait, ils l'ont fait que dans 3 cas sur 5. Donc, ça veut dire que même pour il faut voilà, retravailler même l'indication. On ne va pas mettre en évidence une maladie si on ne l'a pas cherchée. Donc, il y a des recommandations à la fois locales, nationales et voire internationales qu'il faut en fait réapprendre. Et effectivement, nos collègues en fait sont les premiers vers qui on se tourne parce qu'on se dit il ne faut pas nous envoyer des malades trop tard parce que s'il faut les dialyser ou les greffer et qu'on ne peut pas le faire, bah, ils vont décéder et ce sera compliqué. effectivement. S'il vous plaît, n'envoyez pas les malades trop tard chez nos Chez le néphrologues, néphrologue. comme Madame Erika. Vous avez mentionné quelque chose de très, très intéressant. Cette statistique selon laquelle il y a énormément de patients en Afrique qui sont à la tranche d'âge 40, 50 ans et en Europe, par exemple, ils sont un peu plus âgés. Comment peut-on expliquer que on est des malades de cette tranche d'âge-là en Afrique et en Europe, ils sont un peu plus, du moins, ils sont un peu plus âgés. Et aussi, lorsqu'on traite ces patients en Afrique, vous savez, c'est un peu compliqué d'avoir des appareils à domicile. Ce serait vraiment extraordinaire d'avoir la dialyse à domicile pour les traiter. Et dans ce cas, comment est-ce que on va donc traiter ces patients-là qui sont en Afrique? Mhm. Alors, pour la première question, je pense qu'effectivement, on va dire, la maladie rénale n'a pas d'âge. Malheureusement, Patrick, elle va toucher les enfants, elle va toucher les adultes, les personnes âgées. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce grand contraste hein, où on a vraiment, quand on regarde, même si nous n'avons pas encore de registre, en tout cas au Cameroun, quand on discute, parce que je veux dire, l'expérience aussi de terrain est très importante. Je sais qu'on est très attaché en 2022 aux chiffres, mais je dis toujours à quoi servent les chiffres lorsque la prévention est zéro dans un système de santé. Donc, il faut aussi avoir ça. Donc, malheureusement, on a tous ce problème, c'est-à-dire nous avons des malades très jeunes avec des maladies qui sont très graves, en fait. Après, voilà, il y a une proportion d'hypertension de malades hypertendus, notamment comme on a les 30%, c'est énorme. Donc, les personnes à risque aussi, l'hypertension artérielle, le diabète touche aussi beaucoup les patients africains. Mais justement, le but est de développer la recherche pour aller au plus près justement de ces malades. Et la grosse inconnue de l'automédication, vous savez bien, hein, on a toujours une petite potion
entre guillemets, magique quelque part. Donc, je pense que ça ne nous aide pas. Et il faut effectivement développer plus de recherches dans ce sens-là pour savoir quelle est la maladie rénale au Cameroun, qui sont vraiment les patients et comment on fait pour changer la physionomie des choses. Alors, pourquoi je parle de la dialyse à domicile? C'est aussi une très bonne question parce que je ne pense pas qu'il faille dire qu'elle soit accessible aux Africains dans 15 ans, 20 ans, une fois que tout le monde l'aura fait après. Parce que les avantages de cette technique, à la fois sur le plan médical et sur le plan même économique, logistique, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'en Afrique qu'on puisse le faire. Mais maintenant, il faut les équipes formées. Et il faut aussi changer, je pense, le mindset parce qu'on est habitué avec ces gros centres de dialyse, avec 32 postes. Et vous savez combien chez nous c'est important, je veux dire, l'accompagnement de nos malades, la santé sociale, la santé mentale. Donc, les gens ont besoin de garder cette un peu intimité, je dirais, de la maladie et ne pas forcément se voir exposés à l'hôpital. Donc, il faut se battre, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ce n'est pas impossible. Et surtout, ça permettra, je pense, à beaucoup d'Africains de pouvoir retravailler, en tout cas de retrouver une certaine autonomie et d'avoir de la dialyse comme ça douce. Et on va s'affranchir notamment des problèmes, vous savez, aussi de qualité d'eau, de coupure d'eau, et tout ça. Mais il faut, je dirais, forcer un peu le destin pour avoir justement ces techniques de dialyse à domicile et bien évidemment de transplantation rénale parce que ça reste quand même le traitement de choix à la fois sur le plan économique et sur le plan même de la santé. Effectivement, Madame Erika, on a vraiment besoin de conseiller la population pour prévenir cette maladie. Oui. Et vous, en tant que consultante, comment est-ce que vous arrivez à concilier la vie professionnelle et la vie privée? Comment est-ce que vous arrivez à travailler en tant que néphrologue et consultante? Et d'où vous est venue l'idée comme ça de devenir consultante? Oui, alors, donc déjà, comme je ne sais plus si je l'ai dit au début, donc moi je suis praticien hospitalier, donc au CHU du Kremlin-Bicêtre, donc c'est en région parisienne, et je trouvais effectivement que le cadre de travail ne correspondait plus à mes attentes, donc mère de 3 garçons. Donc, c'est pas évident. Donc, besoin, en fait, d'avoir une activité de ville en même temps que de poursuivre une activité hospitalière. Et donc, c'est lors d'une discussion avec mon époux qui est consultant en informatique. Et je me rappelle toujours, vous savez, j'ai toujours un peu de mal des fois quand les amis m'expliquent ce qu'ils font. S'ils sont pas médecins, bon, je le dis, je suis désolée, je retiens pas du tout, c'est pas bien. Mais là, je me suis dit, allez, on reparle d'informatique. Il me dit qu'il est consultant. Je dis, mais c'est pas possible, les consultations, ben, c'est les médecins. On a la blouse, on fait nos consultations, c'est nous. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut faire du consulting? Voilà, donc il m'a expliqué effectivement dans son métier, dans le cadre de l'informatique, avec donc l'analyse des besoins chez les clients, l'offre et tout. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est génial. En fait, je peux effectivement, dans mon champ d'expertise en néphrologie, avec des acteurs différents, que ce soit la population, que ce soit les soignants ou même les investisseurs, définir des besoins, avoir une offre, et ça me permet, en plus donc de la pratique, parce qu'il faut quand même garder la main à l'hôpital. Hein. Un néphrologue est formé sur le tas. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut quitter l'hôpital et tout. Non, non. On a besoin de vous dans les hôpitaux. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a aussi besoin de nous hors de l'hôpital parce qu'on n'est pas là simplement pour subir, je dirais, un peu la pression des maladies. Surtout que lorsqu'on n'a pas la dialyse ou la greffe, par exemple, ici, moi je suis en secteur privé à Douala, il n'y a pas de subvention et la transplantation rénale au stade expérimental, la dialyse coûte extrêmement cher. Donc il fallait bien faire quelque chose, Patrick. Donc voilà, donc on a foncé et le consulting a été mis en place. Voilà. Effectivement. Là, nous avons touché l'aspect entrepreneurial de votre domaine. Et ce serait vraiment super, voilà, que vous donniez un cours comme ça d'entrepreneuriat, vite fait, bien fait. Comment est-ce qu'on peut devenir consultant lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est biologiste, lorsqu'on est scientifique? Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir consultant? Oui,
Donc, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on ne dirait pas plus parce que justement, dans le cabinet que nous avons, alors que j'ai créé, donc qui est à Douala, donc un cabinet de conseil en prévention et de néphrologie. Donc, mon époux et moi, justement, nous allons mettre en place des formations sur le conseil. Et comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose d'inné en médecine, ou même par exemple le coaching professionnel que connaissent d'autres corps de métier. Nous n'avons pas ça forcément, notamment dans le secteur privé. Donc, il y aura des formations dédiées à cela sur Douala. Wow, très intéressant. Et vos clients sont qui plus précisément? Est-ce la population ou bien les décideurs, des professionnels de la santé? Oui, justement, en fait, on touche aux trois. Parce que comme je vous ai dit, les acteurs pour moi, hein, c'est ma vision, les acteurs du système de santé, il y en a trois. C'est-à-dire, voilà, il y a la population générale, madame, monsieur, nous, les professionnels de santé, qui sont les intermédiaires entre la population et justement les institutions. Et je pense que chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire, et on l'a vu par exemple pendant le Covid-19, on vous dit personne à l'hôpital. Ben, nous, les médecins, on était un peu tristes. Hein. Et voilà, il y avait vraiment personne à l'hôpital. Donc, il faut bien se réinventer et se dire, bah, finalement, si les hôpitaux sont déserts, parce que l'objectif, c'est un peu ça, c'est de dire, bah, si finalement tout le monde est en bonne santé, qui viendra à l'hôpital? Et finalement, le rôle du médecin est peut-être celui-là, de préserver la santé de la population. Donc, il faut repenser, recréer l'hôpital, faire justement des petits cabinets comme ça de ville qui vont pouvoir attirer un peu tout le monde. Donc, on s'adresse finalement à tout le monde, donc à la population par des ateliers d'éducation qu'on a commencé depuis juin 2018 à Douala. Avec le Covid, ça a peu été possible de le faire. Donc maintenant, c'est sous la forme de newsletters, d'articles écrits qui ne sont pas très longs, avec l'objectif, disons, de traduire un peu, comment dire, le Lancet en franc-anglais, quoi. Donc un article d'une revue scientifique, mais qu'on est réécrit pour le monsieur du quartier. Donc ça, c'est assez intéressant avec les mots que les Camerounais peuvent comprendre. Et bien évidemment, la cible, notamment les cours de conseil en prévention, ça va être pour les professionnels qui vont rester soit universitaires, soit médecins généralistes, soit chirurgiens, mais en disant il faut qu'on ait tous une compétence, parce que le conseil, malheureusement, a été relayé au deuxième plan par rapport à l'acte. On apprend aux médecins paiement à l'acte, tarification à l'acte, alors qu'on est là pour prendre le temps avec les patients, du temps médical, donc, et ce qui n'est malheureusement pas valorisé par le système de santé. Et donc, je ne vais pas attendre qu'on me mette une consultation à 56 € pour valoriser les choses. Non, je pense que je la valorise déjà moi. Et si après, demain, on me dit que ma consultation est à 56 € au lieu de 23 €, bah, ce sera bien. Mais la rentabilité, je pense, elle est vraiment aussi sur le plan humain, parce qu'on ne traite pas des chiffres, on traite, en tout cas, on soigne des patients. Des patients, effectivement. Voilà. Beaucoup de courage, Madame Erika. Ce que vous faites est exceptionnel. Nous retenons que la population, les décideurs et aussi les personnels de la santé ont un rôle à jouer. Les non-malades, surtout, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation et aussi pour qu'on comprenne un peu mieux ce domaine qu'est la néphrologie. Merci beaucoup. S'il vous plaît, avant de conclure, nous aimerions savoir comment est-ce qu'on peut prévenir les maladies des reins lorsqu'on n'est pas malade, et non malade, ceux qui nous regardent actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas avoir cette maladie? Alors, donc, déjà, comme on dit, la meilleure question en médecine, vous l'avez dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a une maladie effectivement qui se met en place. Donc, la chose à faire, c'est d'éviter justement les facteurs de risque qui feraient que vous ayez cette maladie. Et on sait que principalement, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, finalement, toutes je dirais les pathologies liées à la sédentarité. Donc, il faut adopter une hygiène de vie, on va dire, la plus saine, avec une activité physique régulière, changer ses habitudes alimentaires, avoir une consommation, en fait, une saine consommation en eau des plus optimales et surtout se faire dépister. Je pense que la première des choses, même parler de prévention, c'est connaître déjà son statut. Et malheureusement, la maladie rénale est très souvent silencieuse. Donc, on peut aussi, dans certains cas, avoir les patients chez qui on va déjà découvrir une maladie avancée alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Donc, je pense en un, ce serait vraiment
faire le dépistage, notamment chez les sujets de plus de 40 ans. Et si votre statut est vraiment sain, c'est-à-dire on a un bilan rénal qui est parfait, ben, c'est continuer effectivement, je vous dis, à éviter de tout faire pour avoir ces différentes maladies. Là, j'ai parlé des maladies principales, mais voilà, il y a le VIH, on peut tout citer. Mais je pense qu'il faut vraiment rester sur des choses assez simples, hypertension, diabète, et éviter l'automédication à outrance, qui est quand même un gros problème chez nous au Cameroun. Ah, merci beaucoup pour ces conseils. Nous allons faire l'effort de les appliquer pour éviter cette maladie et d'autres maladies aussi, pourquoi pas. Pour conclure, nous aimerions bien savoir ce que vous pensez de la diaspora. Est-ce que vous pouvez encourager la diaspora à entreprendre comme vous dans leur domaine d'expertise? Parce que vous travaillez en France et vous êtes consultante au Cameroun. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si toute la diaspora pouvait faire comme ça, ce serait vraiment super. Quel est donc votre conseil comme ça envers la diaspora? Oui, alors, bon, c'est vrai que déjà, le terme diaspora, j'aime pas trop hein, entre nous, mais on va garder ça. Non, je pense qu'on n'est jamais parti quelque part. Je pense que il y a cette attache. Et la force quand c'est médecin, justement, c'est d'avoir cette, je dirais, double culture, qu'elle soit afro-européenne ou afro-américaine et autres. Et c'est vraiment une chance de pouvoir créer et de pouvoir innover. Alors moi, mon conseil serait justement de monter un projet qui touche les deux continents. Et je pense que c'est toute notre identité, parce qu'une fois qu'on a effectivement fait un voyage, qu'on a été formé ailleurs, on appartient aussi quelque part à notre culture, qu'elle soit professionnelle ou autre. Donc, il faut trouver une combinaison pour garder, je dirais, un pied-à-terre en Europe, si par exemple c'est l'Europe ou les États-Unis, ou avoir des partenaires effectivement forts, c'est pas évident. Mais vraiment venir sur le terrain et oser. Voilà, je pense que ces médecins, justement, aussi, en ayant vécu autre chose, en ayant même travaillé avec l'excellent, peuvent travailler avec très peu de choses. Et beaucoup pensent que non. Et en ayant toujours travaillé avec, je veux dire, dans les meilleurs systèmes de santé avec tout, le médecin, ils ne pourront pas travailler avec le BABA, alors que je pense que c'est possible. Et ils pourront même être surpris de ce qu'ils pourront proposer. Merci beaucoup, Madame Erika, d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innocence. Et merci beaucoup pour vos conseils. Nous allons faire l'effort de les appliquer. Merci infiniment. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et à la prochaine. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.